Le domaine scientifique fait depuis quelque temps l'objet d'appréciations qu'on peut considérer comme contrastées, des discours croisés qui viennent aussi bien de l'intérieur de la science que de l'extérieur et qui tendent à redéfinir le territoire, les origines, les fins, les buts, enfin, etc. C'est-à-dire dans les deux sens et par les deux bouts. Alors, dans les émissions précédentes, nous avons vu qu'il y avait des racines autres que des racines historiques ou épistémologiques et qui peuvent indiquer des voies de compréhension, également des ambivalences à l'égard de la science. Et puis, on a visité aussi, à travers les sciences et les techniques de la communication, un certain nombre de fruits qui peuvent avoir un goût, disons, doux amer. Une autre façon, d'ailleurs, de manifester de l'ambivalence. Avec vous, nous allons essayer de généraliser. Alors, Nicolas Witkowski, on est aujourd'hui à une période de l'existence de la science où, comme je le disais, l'incertitude fait plutôt place à la certitude. Vous venez de diriger aux éditions de la Découverte un assez gros travail collectif qui s'intitule L'état des sciences et des techniques, publié en 91, donc récemment, et qui se fait l'écho d'une publication qui avait eu lieu plusieurs années auparavant, qui s'appelait aussi L'état de la science. Alors je dis, on voit pointer un certain nombre d'incertitudes, on peut d'ailleurs les considérer comme des ouvertures éventuellement, si on a une position positive. On pourrait tout aussi bien d'ailleurs parler de certitudes incertaines sur lesquelles la science débouche de plus en plus fréquemment. Mais après tout, peut-être bien que c'est ça le lot de la recherche scientifique. Je crains que ce ne soit le lot de la recherche scientifique, effectivement. Si vous voulez, pour être concret, on peut peut-être choisir 3 petits exemples. Le premier est celui de l'environnement, de toutes les sciences liées à l'écologie, qui ont récemment connu un essor remarquable. Et c'est un problème d'autant plus délicat qu'il fait intervenir une multitude de domaines scientifiques constitués différents. La solution du problème passe par l'intervention de quantités de spécialistes différents. Un domaine transdisciplinaire ou pluridisciplinaire? Pluridisciplinaire, plutôt pluridisciplinaire. Oui. Et c'est précisément le genre de problème que la science ne sait pas résoudre. Deuxième exemple, on pourrait parler par exemple de l'intelligence artificielle. Il y a une dizaine d'années, tout le monde avait ce mot-là à la bouche. Il y a encore des gens qui croient dur comme fer à l'intelligence artificielle. Il n'empêche que là, on a nettement vu une inflexion de la recherche et qu'on a abandonné, je dirais, une position d'optimisme fort sur la question. On voit ça comme une possibilité éventuelle. Qui se poursuit dans ce vaste domaine qui est celui des sciences cognitives. Mais je dirais qu'on est devenu plus raisonnable sur la question. On pourrait faire la même analyse pour tout ce qui touche aux biotechnologies. Puisque là aussi, il y a eu une sorte de coup de semonce, je dirais, après un optimisme délirant dans les années 70 et 80, on en est revenu... là, c'était carrément une cruelle déception, je dirais. On s'est aperçu qu'en fait, ce domaine n'était pas aussi prometteur qu'il était. Il y a des changements d'inflexion comme ça qui se font à un rythme extrêmement rapide. Pour prendre un dernier exemple, parlons un peu de biologie moléculaire, qui est aujourd'hui la science reine. Qui n'hésite pas d'ailleurs à en écraser quelques autres passages pour se frayer un chemin. La biologie moléculaire est aussi actuellement, je dirais, une sorte d'effet de mode. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que la mode en science existe. Les modes intellectuels se succèdent et passent à un rythme accéléré. Et je crois que la biologie moléculaire est un peu en train de perdre du terrain, d'une certaine façon. Et au travers des 3 derniers exemples que vous venez de donner, est-ce que vous parlez de déception du point de vue de la recherche fondamentale ou est-ce que ce sont les applications qui n'ont pas
donné les résultats qu'on en attendait. Une des grandes nouveautés de ces dernières décennies, c'est qu'il devient de plus en plus difficile de discerner la science et ses applications. La meilleure preuve en est que les grands programmes qui sont actuellement menés un peu partout dans le monde intègrent étroitement la science et l'industrie. Enfin, les laboratoires de recherche, publics, privés, l'industrie, tout ça fait une sorte de magma qui est absolument indiscernable. Dans le cas des biotechnologies, par exemple, il y a beaucoup d'industriels qui avaient misé gros sur les progrès de ce domaine de recherche. Et ça s'est traduit par une sorte de krach boursier. Ils ont vite repris leur bille pour aller miser ailleurs. Donc il faut bien voir qu'il n'y a pas d'un côté la science dans son laboratoire qui fait progresser la connaissance, et de l'autre des industriels et plus loin le public qui profiterait éventuellement C'est vrai, des mais résultats des recherches. Cependant, il y a un discours qui tend à préserver la démarche fondamentaliste en disant que si on ne permet pas à un certain nombre de chercheurs de continuer en dehors de toute préoccupation, tôt ou tard, ça finira pas bien. Oui, je ne sais pas si c'est une démarche qui vient de l'extérieur. Moi, je crois que la science s'organise elle-même de plus en plus pour s'attribuer sa propre liberté. Hein. Il est clair qu'on ne peut pas, en aucune manière, diriger la recherche scientifique. Il y a un besoin de liberté absolue. C'est la liberté au pouvoir. Hein. Donc, je ne crois pas qu'on puisse contrôler ça. Ce qu'on peut contrôler, c'est les applications. On peut légiférer là-dessus, par exemple. Mais la recherche elle-même est définitivement libre, si je puis dire. Oui, mais alors elle est à la fois libre et étroitement intriquée en système, en relation, en réseau, en quelque sorte, avec les applications. Donc, c'est une liberté conditionnelle. C'est, oui, si vous voulez, une liberté conditionnelle. Je dirais plutôt une liberté essentielle. On ne conçoit pas de recherche scientifique sans une liberté absolue de réflexion et d'expérimentation. Donc, la meilleure preuve, c'est que si on regarde du côté de l'industrie, on s'aperçoit que les industries qui marchent, les grandes industries, entretiennent tous, un peu comme une danseuse quelquefois, des chercheurs qui sont payés à réfléchir sur ce qui les intéresse. Je pense au laboratoire IBM, par exemple. On paye des chercheurs de haut niveau, d'une certaine façon, à ne rien faire, à penser dans leur coin, à ce qui les amuse, à ce qui les intéresse. Donc ça, je crois que c'est essentiel. Il faut absolument que la science garde cette liberté-là. Là où le problème se pose, c'est que ce genre d'attitude, ce genre de politique permet de développer certains secteurs. Il y a plusieurs exemples de grandes découvertes, de découvertes importantes qui ont découlé de cette totale liberté laissée aux chercheurs. Je pense par exemple aux supraconducteurs qui ont été couronnés par un prix Nobel il y a quelques années. C'est vraiment un résultat de recherche mené le samedi et le dimanche par un type qui était un peu obsédé par ce domaine. Hein. Donc ça, c'est important. Mais d'un autre côté, est-ce que le but de la recherche scientifique est vraiment là? Est-ce que c'est dans la production de connaissances ponctuelles et nécessairement cloisonnées? Ou est-ce que ça ne serait pas plutôt aujourd'hui, et ça serait là le nouveau défi, dans une sorte d'unification des différents domaines et des différentes recherches? C'est-à-dire là, est-ce qu'il ne faudrait pas que ça communique mieux que ça ne communique aujourd'hui? Bon, c'est une question ancienne, mais je crois qu'elle est plus que jamais d'actualité. Mais alors, comment se fait-il que, après ce que vous venez de dire, on soit amené à entendre ce que vous aviez dit précédemment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de séparation, on peut de moins en moins séparer fondamentalisme et application? Oui, c'est vrai, c'est séparable dans certains cas. Mais bon, je parlais des grands programmes, par exemple. Le programme Génome humain, qui consiste à séquencer le génome humain, à décrypter notre patrimoine génétique,
C'est un programme qui coûte extrêmement cher. Et aucun pays, et a fortiori aucun organisme de recherche, ne pourrait mener une telle chose tout seul. C'est-à-dire qu'il y a une mondialisation de la recherche, une mondialisation des applications de la technique. Une des grandes questions qui se posent actuellement d'ailleurs, c'est de savoir qui va pouvoir bénéficier des résultats de ce séquençage. Et c'est une question politique, celle-là. C'est-à-dire qu'elle est traitée au niveau ministériel entre les différents pays participants. Et l'industrie est là derrière, toute prête à profiter des résultats de la recherche. C'est-à-dire qu'il semble qu'il y ait toute une série de recherches qui sont en quelque sorte programmées, les grands programmes, et que cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas des domaines pas vraiment fréquentés où peut-être gisent des grandes révélations dont on pourrait avoir besoin. Il me semble que ce qui est très caractéristique de l'époque actuelle, c'est qu'on a de plus en plus tendance à programmer, y compris avec une vision relativement lointaine, mais c'est quand même des orientations qui sont définies. Ce sont des orientations et qui présentent l'inconvénient d'engager les crédits de recherche et les chercheurs sur des voies bien déterminées pendant quelquefois très longtemps. Le génome humain, c'est de l'ordre de la décennie, ce programme. Et pendant qu'on décrypte, qu'on séquence le génome, on ne peut pas faire autre chose. Il y a quelques articles dans l'État des sciences qui montrent bien la situation, cette sorte de déséquilibre qui se produit dès qu'on mise beaucoup d'argent sur un secteur donné. C'est qu'il y a des disciplines actuellement qui se portent très très mal. La zoologie, la botanique, qui, depuis l'avènement de la biologie moléculaire, sont vraiment considérées comme des sciences de seconde zone et qui survivent. Plus bizarrement, l'écologie est une science totalement sinistrée à l'heure actuelle en France, alors que l'environnement, les problèmes d'environnement sont à la première page des journaux. Les écologues, c'est comme ça qu'on les appelle, doivent se battre pour avoir des tout petits crédits. Alors que le génome, évidemment, draine une quantité considérable. Donc vous voyez, il y a une sorte de dictature, on appelle ça l'impérialisme dans l'état des sciences, une sorte d'impérialisme de certaines disciplines qui drainent les crédits et qui laissent d'autres disciplines sur le sable, parce qu'elles sont moins à la mode, elles sont moins en vue. Est-ce que le génome humain n'est pas aussi mégalomaniaque qu'a pu l'être l'intelligence artificielle en son temps? Je crains que ça soit tout à fait le même genre de cas. Le cas se reproduit très fréquemment en science, c'est-à-dire qu'on s'enflamme, toute une communauté s'enflamme pour un mot finalement. Il y a des modes comme ça qui finissent bien, ou relativement bien. Il y en a d'autres qui finissent assez mal. Un de nos auteurs nous raconte l'histoire de la molécule de la mémoire. Dans les années 70, je crois, on était persuadé qu'il existait une molécule de la mémoire. Il me semble qu'il y a un chercheur américain qui s'appelait Ungar qui avait mis en place une théorie de la molécule. C'est possible. Beaucoup de chercheurs se sont mis à travailler sur cette question. Et il y a eu des crédits absolument monstrueux sur la molécule de la mémoire. Et du jour au lendemain, on s'est aperçu que c'était une vaste rigolade, qu'en réalité, la mémoire n'est pas localisée dans une molécule. Et il y a des centaines de chercheurs de par le monde qui ont abandonné cette voie de recherche et qui surtout ne tiennent pas à en parler, qui voient ça comme une très mauvaise période de leur vie. Donc je crois qu'en fait ça c'est une chose qui est tout à fait importante, c'est de montrer que la recherche scientifique n'est en rien différente d'une autre activité intellectuelle ou non. Il y a des échecs, il y a des coups de tête, il y a des modes, il y a des catastrophes, il y a des choses comme ça. Et je crois que ce qui est dommage, c'est que le grand public, je dirais, ne comprend pas ça du tout, passe totalement à côté de cette vision-là. Il a une vision idyllique de la science, enfin soit idyllique, soit catastrophiste. Et il a le choix entre ces deux extrêmes, ce qui est extrêmement dommage. Et ce qu'il faut essayer de montrer, à mon sens, c'est justement que la science n'a rien de particulier. Le scientifique n'est absolument pas le surhomme
ou l'ignoble personnage qu'on décrit quelquefois. Pourtant, on a quand même le souhait que la science ou que les sciences soient plutôt du domaine du rationnel. Or, effectivement, beaucoup de choses se passent montrant que l'irrationnel est largement présent. Oui, on peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure la science n'a pas une responsabilité. Euh, Là aussi, il y a beaucoup de scientifiques. Moi, je suis souvent choqué en rencontrant des chercheurs par une attitude, je dirais, de rationalisme pur et dur. Euh, il me paraît évident que c'est le genre d'attitude qui est bien faite pour justement susciter des attitudes anti-rationnelles. L'homéopathie est un très bel exemple. Il y a des tas de gens pour qui l'homéopathie est une méthode convenable, qui marche. Bon, scientifiquement, ça n'a jamais été prouvé. Est-ce qu'il faut pour autant traiter de sous-évoluer les gens qui utilisent l'homéopathie? Je crois qu'il faut au contraire essayer de comprendre. Là, il y a un aspect vraiment sociologique qu'il faut essayer de saisir et de comprendre avec un esprit aussi ouvert que possible et non pas se retrancher derrière ce rationalisme redoutable avec traçant une limite bien nette entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. L'état des sciences parle des soucoupes volantes et des extraterrestres. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Est-ce qu'ils font partie du domaine de la science? Peu importe. Peu importe, c'est des objets qui sont en relation avec le domaine scientifique et qui donc méritent qu'on s'y intéresse. Et puis, il y a peut-être aussi une certaine méthodologie à utiliser pour contrôler ou expérimenter ou essayer d'inventorier dans ces domaines qui sont des domaines flous ou éventuellement à la limite du fantasme, bien sûr. Et il y a de nouveaux modes de compréhension qui apparaissent. Il y a pas mal de gens qui se mettent à étudier ça de près et qui y trouvent des choses intéressantes. Je crois que là, c'est un domaine qui devrait être annexé à la réflexion sur la science. Hein. Mais est-ce que ces domaines qui sont en pointe et qui, d'une certaine façon, si je reprends l'intelligence artificielle ou le génie génétique, etc., dans la période d'euphorie, on est presque persuadé qu'on va tout expliquer. Est-ce que c'est pas une réminiscence du positivisme, ça, cette idée qu'un domaine va tout expliquer? Probablement, mais là, vous êtes en train de faire de la psychanalyse du chercheur. Là. Je crois qu'au moment d'une grande découverte, et quand on est entraîné par une idée vraiment nouvelle, on ne peut qu'être enthousiaste. Mais on peut être enthousiaste et être capable d'admettre l'idée qu'on ne va pas tout expliquer pour autant. Ah, ça, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Je crois qu'au moment d'une découverte, on est inexorablement entraîné dans un flot positiviste, je veux bien ce mot-là, et qu'il est très difficile d'en sortir. Enfin, l'histoire des sciences montre que chaque fois qu'une grande ouverture a été faite, le découvreur s'est précipité dans l'ouverture immédiatement, sans réfléchir une minute. Est-ce qu'il fallait relativiser tout ça dès le départ, etc. Je ne crois pas. Là, on peut pas reprocher ça aux chercheurs. Ceux à qui on peut le reprocher, c'est ceux qui ont pour métier de gérer la science. Parce que eux, c'est leur boulot de relativiser ce genre de choses. Dans le cas de la biologie moléculaire, par exemple, il était clair que cette ouverture était absolument extraordinaire, d'avoir accès à la vie au niveau moléculaire. C'est merveilleux. Mais est-ce qu'il fallait pour autant abandonner toutes les approches descriptives, systémiques, que constituait la zoologie ou la botanique? Ça, c'est une vaste question. Et ce n'est pas les scientifiques qui vont la résoudre. Parce qu'un zoologue est aussi fasciné par l'approche moléculaire. Donc il va se plaindre amèrement de la diminution de ses crédits. Mais il sera intéressé aussi par les résultats. Donc je crois qu'il y a un travail de gestion là, qui est en fait un vaste problème. Qui pourrait le faire? Oui, mais où est la compétence, j'allais vous dire, de la gestion? Ceux qui gèrent, qui ont pour métier de gérer la science, ont-ils de la compétence? Et qu'est-ce que c'est cette compétence? Alors le gros problème, c'est qu'on ne peut pas confier ce boulot-là à des chercheurs.
ils vont évidemment avoir tendance à favoriser leur propre domaine ou ceux qui connaissent bien ou ceux qui les intéressent. Donc il faut nécessairement une instance extérieure. Pour l'instant, c'est des instances politiques. Enfin bon, il y a un ministère, il y a des hauts fonctionnaires. Mais est-ce que c'est la meilleure méthode? Je ne sais pas. De toute façon, on peut se poser tout simplement la question, est-ce qu'il est possible de gérer la science? Personnellement, j'aurais une réponse assez négative. Je crois que là, c'est vraiment le royaume de l'autogestion, d'une certaine façon, peut-être pas sur le plan financier, mais sur le plan des idées et de l'orientation, des voies nouvelles qui se révèlent. Je crois que c'est vraiment la science qui se gère toute seule. Et alors, à la lumière de ce travail sur l'état des sciences et des techniques, est-ce que, bon, notamment en comparant avec le travail qui avait été fait 8 ans auparavant, c'est-à-dire les 2 volumes, qui montrent une certaine évolution, peut-être qui met aussi en lumière un certain nombre de choses qui permettent d'avoir un jugement plus éclairé. Euh, Comment est-ce que vous dessineriez l'état de la science, mais cette fois en marche, c'est-à-dire en devenir? L'état de la science en marche, c'est-à-dire pointer les domaines où il se passe des choses intéressantes. Et les domaines où il semble qu'il y ait effectivement, où ça patine un peu, quoi. Mais je crois que les domaines qui avancent vraiment très vite, bon, on a abondamment parlé de biologie moléculaire, on pourrait bien sûr parler d'astrophysique et de cosmologie. C'est vraiment les 2 domaines qui marchent à grande vitesse. Et il marche sur le plan de la découverte et il semble qu'il marche également sur le plan de la sensibilité du public. Oui, oui, c'est Il y a des une domaines, corrélation là. oui, la vie, l'univers, quoi d'autre? D'où viens-je? Qui suis-je? C'est évidemment des domaines mythiques. Mais là, le mythe est vraiment renouvelé à une vitesse remarquable. À ces 2 domaines, on pourrait peut-être joindre tout le domaine des sciences cognitives, dont j'ai dit un peu de mal tout à l'heure, mais il est vrai que là aussi, il y a des avancées tout à fait remarquables avec toutes les manipulations d'informations liées au progrès de l'informatique. Ça aussi, ça avance très vite. Des domaines qui stagnent maintenant. On parlait de toutes les approches, je dirais, systémiques. On pourrait appeler ça l'histoire naturelle, la zoologie, ces choses-là, l'écologie. Tout ça avance très lentement. Et je crois que la raison, c'est tout simplement qu'il ne s'agit pas de domaines bien constitués, qui ont des crédits propres, qui ont des voies de recherche bien définies. C'est des domaines foisonnants, qui impliquent beaucoup de gens travaillant dans beaucoup de directions différentes, et qui impliquent des gens au-dessus de ça qui unifient les résultats. Et ça, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, Et en ce qui concerne le fantasme, peut-être qu'effectivement, on sent l'importance des sciences de l'environnement, mais que par ailleurs, on fantasme pas beaucoup là-dessus. Tandis que sur le phénomène et le mystère de la vie, le phénomène et le mystère de l'univers, moi j'y vois de la métaphysique derrière. J'y vois une petite angoisse métaphysique généralisée. Tout à fait. Il y a bien eu des essais pour faire de l'environnement une source de fantasme. Enfin, il y a eu cette fameuse hypothèse Gaïa qui considérait toute la planète, la biosphère, comme un être vivant. C'était une tentative de passer au niveau du mythe. C'est toujours une tentative d'ailleurs. Mais il est vrai que l'origine de la vie et l'origine de l'univers sont tout de même des questions qui touchent, je dirais, de plus près au cœur du mystère. Alors en fait, depuis de nombreux millénaires, les hommes se sont interrogés sur ces 2 domaines. La science a manipulé des quantités de données, des quantités d'informations, s'est intéressée à plein d'endroits, et il reste que les 2 fantasmes essentiels, c'est la vie et l'univers, peut-être bien. Oui, non, les grandes questions n'ont jamais changé. On se demande comment elles pourraient changer d'ailleurs. On est à peu près sûr qu'on n'aura jamais de réponse ni à l'une de ces questions ni à l'autre.
On progresse lentement, un train de sénateurs. Bon, c'est très bien. Ça renouvelle les questions. En fait, on repose les questions un petit peu différemment à chaque fois. Mais si on prend une perspective historique comme ça, on peut se demander s'il y a vraiment un progrès finalement dans la réponse apportée. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a un progrès dans les faits. C'est-à-dire, bon, le satellite Kobe, il y a quelques semaines, nous a montré l'image du Big Bang, enfin en tout cas de l'événement qui s'est produit 300 000 ans après. On peut vraiment se demander s'il y a un progrès au niveau conceptuel, au niveau théorique. Est-ce qu'il y a vraiment des nouveautés là-dessus? J'en suis pas persuadé du tout. Je pense que le progrès est plus expérimental que théorique. Il y aurait une sorte de pauvreté théorique qui serait en train de s'installer et qui serait à l'œuvre depuis un bon siècle. Je vous rappelle en référence L'état des sciences et des techniques publié à la découverte en 83, livre collectif sous la direction de Marcel Blanc, et Le même état des sciences et des techniques, toujours à la découverte publié en 91 sous la direction de Nicolas Witkowski.